En une seule nuit, un pays entier s'est effacé des écrans, avalé par le silence. Ce n'était pas une simple coupure d'Internet, mais une opération de contrôle, froide et méthodique, transformant la peur en outil politique. Que ferait Ibrahim Traoré, symbole d'une Afrique qui refuse l'ombre, face à une nation bâillonnée au nom de la stabilité? Car quand le pouvoir éteint la lumière pour cacher la vérité, c'est toujours cette vérité qui finit par rallumer la flamme. Le blackout tanzanien n'a pas seulement coupé les réseaux, il a révélé le prix réel du silence. Chaque élection sur le continent devient désormais un test entre peur et principe, contrôle et courage. Comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, c'est comprendre comment la démocratie peut mourir sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ce récit offre une clé, détecter les signes avant la coupure, avant que la liberté ne disparaisse. À travers les voix censurées, les témoins effacés et les chiffres que le pouvoir voulait cacher, se dessine un avertissement adressé à toute l'Afrique souveraine, car ce qui s'est éteint à Dar es Salaam pourrait s'allumer ailleurs, et chacun devra choisir entre le confort du silence et le risque de parler. Dans cette tension fragile, Ibrahim Traoré incarne une question brûlante. Peut-on protéger un peuple sans lui retirer sa voix? Dans les heures qui ont précédé la coupure du 7 novembre 2025, la Tanzanie semblait encore respirer normalement. Pourtant, derrière chaque affiche de campagne et chaque message de paix, l'air se chargeait déjà d'électricité. Ce soir-là, les données de NetBlocks indiquèrent une chute de 92% du trafic numérique en moins de 40 minutes. Un record africain. Ce n'était pas un hasard technique, c'était une démonstration de force. Depuis 2021, le pouvoir de Samia Suluhu Hassan avait progressivement reconstruit les mêmes murs que ses prédécesseurs avaient promis d'abattre. Sous prétexte de stabilité, les lois sur la presse, les rassemblements et la cybersécurité étaient devenus des filets. Chaque élection raffermissait les mailles de ce réseau. Et lorsque le courant s'est éteint, ce n'est pas le hasard qui a parlé, mais une stratégie rodée, celle de l'autoritarisme numérique. Les premières victimes furent les voix ordinaires, étudiants, journalistes, chauffeurs de taxi, tous réduits au silence au moment même où ils voulaient témoigner. À Muhimbili Hospital, les infirmières opérèrent à la lampe frontale. À Kigamboni, les mères cherchèrent leurs filles sans réseau ni liste officielle. Ce pattern, blackout, répression, justification officielle, s'était déjà répété au Soudan en 2021 et au Cameroun en 2017. Mais pour la première fois, il a traversé les frontières comme une onde de choc continental. Car dans chaque silence imposé, les Africains reconnaissaient leur propre reflet. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, observait cette spirale comme un miroir de ce qu'il refuse. Une Afrique soumise au pouvoir du réseau au lieu de le dompter. Il avait déjà prévenu que le numérique serait la prochaine arme du néocolonialisme. La nuit de Dar es Salaam vient de le confirmer. Et si le prochain blackout ne visait plus un pays, mais toute une idée, celle de la souveraineté africaine. Dans le marché de Kariakou, Mama Rahima tenait encore sa radio éteinte contre sa poitrine, persuadée qu'en la gardant près d'elle, le son finirait par revenir. À quelques rues de là, Acha, 23 ans, l'étudiante qui avait voté sous la pluie, n'était toujours pas rentrée. Sa mère tournait de dispensaire en commissariat, un portrait à la main, sans obtenir autre chose qu'un regard fuyant. Ces visages anonymes devinrent les repères d'une nuit où tout s'était effondré sans fracas. À Muhimbili Hospital, les médecins cousaient des plaies à la lumière d'un téléphone. Un infirmier raconta « Nous avons travaillé jusqu'à ce que le sang sèche sur nos gants. » Dans le port, un jeune soldat, Moussa, regardait la mer Noire et chuchotait « Ils nous ont dit de tirer sur des traîtres, mais ils ressemblaient à mes amis. » Ces fragments de vérité passaient de bouche en bouche, défiant la censure plus sûrement qu'un réseau social. Pour Ibrahim Traoré, ces témoignages n'étaient pas seulement des échos lointains. Ils prouvaient que la souveraineté ne se mesure pas au silence imposé, mais au courage de ceux qui parlent quand tout s'éteint. Parce qu'avant chaque blackout, il existe toujours une voix qui prévient. Et l'Afrique, cette nuit-là, aurait dû écouter. Le vrai danger n'est pas la coupure, mais l'habitude. Tout a commencé à 18h03. Le soleil tombait sur la baie de Dar es Salaam, les marchands pliaient leurs étals, et une phrase retentit dans les haut-parleurs. « Restez chez vous, pour votre sécurité. » Les habitants comprirent aussitôt que ces mots signifiaient autre chose. Obéir ou disparaître. Quelques minutes plus tard, les lampadaires clignotèrent, les radios grésillèrent, les téléphones perdirent le signal. À 19h16, le réseau national s'effondra.
Dans les rues, les cris remplacèrent les slogans. Les camions militaires fermèrent les carrefours. Les drones tournèrent au-dessus des toits. Les journalistes tentèrent d'émettre une dernière fois avant que l'écran ne gèle. Puis, ce fut le noir complet, un noir organisé. Au même moment, dans le nord, des quartiers entiers furent bloqués. À Arusha, des urnes furent saisies. À Mwanza, les observateurs furent expulsés. Les opposants, privés de parole, utilisèrent des signaux lumineux pour communiquer entre immeubles. Un code ancien, réinventé. 3 éclats pour dire « danger », 2 pour dire « vivant ». La nuit avala les bruits de la ville, ne laissant qu'un battement, celui des moteurs des ambulances, bientôt à court d'essence. Vers 22 heures, les premiers blessés arrivèrent à l'hôpital principal. Une infirmière raconta plus tard qu'ils opéraient au scalpel sous lampe torche. Nous avons cousu des plaies dans le noir, et quand la lumière est revenue, le sol était rouge. Dans les faubourgs, les familles cherchaient à leurs proches sans moyen d'appeler. Le hashtag We Are Tanzania monta brièvement avant d'être effacé. La censure gagnait la vitesse d'un virus, puis vint la version officielle, mesure temporaire de sécurité nationale. Mais les analystes reconnurent immédiatement le schéma. Cameroun 2017, Soudan 2021, Éthiopie 2023. Toujours la même équation. Protestation, couvre-feu, blackout, déni. La paix par effacement. Ce que le pouvoir ne comprenait pas, c'est qu'à chaque coupure, un message survit. Celui d'achat. Dites à ma mère que j'ai voté. Cette phrase traversa les frontières, reprise par des étudiants au Kenya, des artistes au Ghana, des journalistes en exil à Paris. Et quand le réseau revint par fragments, le monde avait changé d'axe. Les photos des rues brûlées se mêlèrent aux visages souriants des votants du matin. Le contraste fit trembler la narration officielle. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les rapports des observateurs régionaux. Ce qu'il voyait n'était pas un simple incident électoral, mais un laboratoire, un prototype du contrôle à distance, un précédent qui pourrait un jour viser n'importe quelle capitale africaine. Car ce blackout n'était pas un accident. C'était un test de loyauté à la peur. À l'aube, la Tanzanie semblait immobile. Mais sous la surface, quelque chose bougeait déjà. Les mots interdits circulaient de main en main, écrits sur des cartons, gravés sur des murs. Le silence venait de créer son propre langage. Et ce langage, personne ne pourrait plus le censurer. Avant la coupure du 7 novembre, le trafic numérique tanzanien enregistrait une activité stable d'environ 63 millions de connexions par jour. 6 heures plus tard, ce volume s'était effondré de 91%, selon les données de NetBlocks. Une chute si brutale que les chercheurs l'ont comparée à celle observée lors du coup d'État soudanais de 2021. Voyons maintenant ce que cela signifie. Ce décalage de 63 à 5,4 millions de connexions mesure la vitesse d'un silence politique. Sur le plan économique, le verrouillage de 72 heures a coûté près de 24 millions USD en échanges perdus, d'après la Banque mondiale. Ce chiffre, ramené à la taille du PIB tanzanien, équivaut à 0,05% de pertes directes en 3 jours, un effondrement que seule une guerre ouverte produisait autrefois. Ajoutons ceci, chaque blackout numérique détruit plus vite qu'une récession. Un pays débranché perd sa voix avant son argent. Sur le plan humain, les ONG locales ont recensé 27 morts et plus de 200 blessés durant la première nuit. Mais ces chiffres ne couvrent qu'une partie visible de la coupure. Les hôpitaux n'ont pu transmettre leurs rapports qu'après 5 jours, et près de 40% des dossiers d'urgence manquent encore. Considérons cela. Le delta entre 27 confirmés et 200 signalés décrit une statistique de peur, l'incertitude. À ces pertes tangibles s'ajoute une donnée invisible, la vitesse de propagation de la désinformation. Selon Africa Check, dans les 2 heures suivant le blackout, plus de 8000 posts falsifiés circulaient déjà sur les réseaux parallèles. Dans une société sans lumière, le mensonge devient lumière de substitution. Et lorsque le gouvernement rouvre les canaux, la vérité revient trop tard pour reconstruire la confiance. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2022, le continent a subi 33 shutdowns dans 16 pays, un record mondial. La moyenne d'un blackout africain dure 4,6 jours, soit le double du reste du monde. Remarquons ici, chaque jour d'obscurité numérique équivaut à une semaine de méfiance civile. Face à ces chiffres, les analystes africains parlent désormais de taux de résilience démocratique. Ils ne mesurent pas le PIB, mais la capacité d'un peuple à communiquer sous pression. La Tanzanie a chuté à 0,41 sur 1, contre 0,73 pour le Ghana.
0,68 pour le Sénégal. Une régression de 43% en moins d'un an. L'ampleur d'une hémorragie institutionnelle. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des statistiques abstraites. Ils constituent une carte d'alerte. L'Afrique entre dans l'ère où le contrôle se calcule en kilobits par seconde. Et quand le pouvoir apprend à éteindre le réseau aussi vite qu'une ampoule, la démocratie doit apprendre à survivre dans le noir. La question n'est plus de savoir combien de connexions seront perdues, mais combien d'esprits refuseront de se déconnecter. Deux lectures s'opposent depuis la nuit de la coupure. Pour les partisans du pouvoir, l'État n'a fait qu'appliquer le droit à la sécurité nationale. Selon eux, les rumeurs de fraude menaçaient la stabilité, et l'interruption du réseau n'était qu'une digue provisoire. Ils rappellent que la Tanzanie n'est pas le seul pays à avoir recouru à ce levier. L'Inde, l'Iran, l'Éthiopie, tous l'ont fait, et que la souveraineté numérique, disent-ils, suppose parfois de fermer les portes avant que l'incendie ne se propage. En face, les défenseurs des libertés civiques avancent une logique inverse. Un État qui coupe la parole à ses citoyens ne protège pas sa stabilité. Il la délègue à la peur. La sécurité sans transparence devient un instrument d'impunité. Il cite le rapport 2024 de Freedom House. Chaque blackout réduit la confiance institutionnelle de 11% en moyenne. Et derrière les chiffres, il y a les visages. Acha, Moussa, Rahima, tous réduits à des ombres. Le vrai débat ne porte donc pas sur la coupure elle-même, mais sur la définition du mot « ordre ». Un gouvernement peut-il garantir la paix en niant la voie qui la fonde? Cette question traverse toutes les capitales africaines. Certains y voient un dilemme technique, la gestion d'un outil trop puissant. D'autres y reconnaissent un choix politique, maintenir le contrôle d'un espace où la vérité circule plus vite que les décrets. Ibrahim Traoré, lui, tranche. La souveraineté ne consiste pas à éteindre la lumière, mais à posséder l'interrupteur. C'est une distinction cruciale, car elle transforme le réflexe de fermeture en responsabilité. Son discours sur la liberté ordonnée ne glorifie pas la révolte. Il impose une discipline du pouvoir, un équilibre fragile, mais nécessaire, entre le droit à la sécurité et le devoir de transparence. Pensons à cela. La stabilité sans confiance n'est qu'un calme suspendu. Le silence parle plus fort que les discours. Ce fut la révélation du lendemain. Quand les signaux reviennent, le pays n'est plus le même. Les connexions se rallument, mais la confiance reste éteinte. Chaque message affiché sur l'écran semble provenir d'un monde parallèle, d'une Tanzanie d'avant la coupure. Dans les rues, les affiches sourient encore, les drapeaux flottent, mais plus personne n'y croit vraiment. La peur s'est installée entre les lignes de code. Et ce virus ne se supprime pas avec un clic. Les serveurs peuvent redémarrer, les consciences, non. Au même moment, Ibrahim Traoré évoque depuis Ouagadougou la guerre des ondes. Pour lui, le champ de bataille africain n'est plus militaire, mais numérique, celui des récits. Celui qui contrôle le signal contrôle la mémoire. Et perdre la mémoire, c'est céder la souveraineté. La Tanzanie venait de prouver qu'une nation peut redevenir visible tout en restant effacée. Parce qu'une fois que le peuple a goûté au mutisme, il apprend à se taire même quand le micro est allumé. Et c'est là que commence la vraie coupure, celle qu'aucun câble ne peut réparer. Considérons d'abord le niveau de l'État. Pour le pouvoir tanzanien, le blackout a semblé d'abord une victoire de l'ordre. Les rues se sont calmées, les messages ont cessé, les ministres ont parlé de stabilité. Mais cette paix n'a tenu que sur papier. En coulisses, les diplomates occidentaux ont gelé plusieurs aides, et la Banque africaine de développement a suspendu 2 programmes de 18 millions USD liés à la gouvernance. Un État qui contrôle trop la parole finit par perdre l'écoute. Passons maintenant au niveau de l'économie. Les marchés portuaires ont mis 6 jours à rétablir les flux commerciaux. Les exportateurs de poissons ont perdu près de 4000 tonnes de cargaison en décomposition. Les petites entreprises de transport ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 37% cette semaine-là. Mais plus que les pertes, c'est la peur de l'imprévisible qui détruit les affaires. Comment investir dans un pays qui peut s'éteindre par décret? La confiance, dans l'économie numérique, vaut plus que la monnaie locale. Examinons ensuite le niveau de la société. Dans les quartiers populaires, la mémoire du blackout a pris la forme d'un réflexe. Les habitants chargent désormais leurs batteries au cas où, stockent des vivres, et se taisent quand les patrouilles passent. Les jeunes, autrefois hyper connectés, ont créé des journaux manuels, feuilles photocopiées distribuées en secret. Une génération née avec le Wi-Fi découvre la résistance à l'ancienne, à l'encre et au courage. Quand le silence devient réflexe, la peur devient culture.
Enfin, au niveau de la région. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les observateurs ont vu dans la nuit tanzanienne un avertissement collectif. Ibrahim Traoré y a lu la preuve que la souveraineté africaine doit s'étendre au réseau, non plus seulement aux frontières. À Addis Abeba, des experts de l'Union africaine ont évoqué la création d'une charte panafricaine des droits numériques. Et dans les campus de Nairobi ou de Dakar, les étudiants scandent désormais une phrase copiée d'Acha. « Dis à ma mère que j'ai voté ». La contagion de la conscience, cette fois, dépasse celle de la peur. À chaque blackout, le continent découvre le prix de sa lumière. Et si demain, un autre pays s'éteignait, ce ne serait plus une surprise, ce serait un signal. Parce que le silence, désormais, n'est plus absence de son, c'est présence du pouvoir. Imaginons d'abord le scénario de base, le rétablissement sous contrôle. Le gouvernement réactive les réseaux, multiplie les déclarations publiques et organise un dialogue technique avec les opérateurs. Les médias reviennent, mais filtrés. Les ONG retrouvent leur agrément, mais surveillés. Ce scénario d'équilibre instable préserve la façade démocratique tout en consolidant la mécanique de contrôle. L'apparence de liberté remplace la substance. Considérons maintenant le scénario optimiste. L'effet achat. Sous la pression des jeunes et de la diaspora, un mouvement civique numérique émerge. Les étudiants de Dodoma, les artistes de Dar es Salaam, les codeurs de Nairobi se rassemblent pour réclamer une charte africaine des droits numériques. Des plateformes open source remplacent les canaux censurés. L'économie locale se reconnecte à la confiance. Les élections de 2026 deviennent un test de maturité, pas une répétition de peur. Si la mémoire d'achat survit, la Tanzanie pourrait redevenir un phare, et non un avertissement. Enfin, le scénario le plus sombre, la normalisation du silence. Le pouvoir comprend que l'absence de bruit équivaut à la paix visible. Les citoyens s'adaptent, les entreprises se taisent, les partenaires étrangers reprennent les affaires. L'autocensure devient réflexe, et le blackout entre dans la routine politique régionale. Ce scénario ne produit ni explosion ni progrès, seulement une fatigue morale lente, imperceptible. Quand le silence devient normal, la peur devient norme. Dans chacun de ces futurs, le point commun demeure, la maîtrise du récit. Car celui qui écrit l'histoire du blackout écrira aussi celle du réveil. Et pour Ibrahim Traoré, la leçon dépasse la Tanzanie. Une souveraineté qui ne protège pas la vérité finit par protéger le mensonge. Peut-être qu'à l'avenir, la liberté africaine se mesurera non pas au bruit des foules, mais à la clarté des connexions. Derrière chaque blackout, il y a des visages. Celui d'une mère cherchant sa fille, d'un étudiant regardant un écran noir, d'un journaliste relisant ses notes à la lueur d'une bougie. Pour ceux qui regardent cette histoire à distance, il est facile de la réduire à une statistique. Mais pour ceux qui l'ont vécue, le silence a un goût, celui de la peur qui s'installe sans fracas. Et pourtant, chaque coupure réveille aussi autre chose. Dans les villages où les radios se sont tues, les gens recommencent à se parler. Dans les universités, les étudiants dessinent des réseaux parallèles à la craie, sur les murs des classes. Des musiciens transforment les messages censurés en refrains clandestins. Cette énergie discrète, ce refus de disparaître, devient une forme de résistance douce, mais réelle. Pour Ibrahim Traoré, cette force-là est la plus durable. Ce n'est pas la colère qui construit une nation souveraine, c'est la dignité quotidienne. Allumer une lampe quand tout s'éteint, partager une information juste, enseigner la vigilance aux enfants, voilà les gestes minuscules qui protègent la liberté mieux que les décrets. Car les chaînes du XXIe siècle ne se forgent plus en fer, mais en silence. Et si demain, votre écran s'éteint, souvenez-vous d'Acha et de sa phrase « Dis à ma mère que j'ai voté ». Parce que ce qu'elle a défendu cette nuit-là, c'est aussi ce que nous défendons tous, la possibilité d'être entendus. La liberté commence quand quelqu'un répond encore. La souveraineté numérique n'est pas une idée abstraite, c'est une politique du réel. Et pour qu'un blackout ne soit plus jamais une arme, l'Afrique doit bâtir sa défense en 3 cercles simples. Premièrement, le cercle institutionnel. Légiférer la transparence. Créer des lois continentales qui interdisent toute coupure sans décision judiciaire. Mesure, chaque interruption doit être déclarée publiquement sous 24 heures, vérifiable par la société civile. Deuxièmement, le cercle technologique. Sécuriser les infrastructures locales. Établir des data centers régionaux et des passerelles de secours autonomes. Objectif, qu'aucun État ne puisse isoler un peuple
en coupant un câble unique. Indicateur. Nombre de serveurs souverains opérationnels par pays avant 2027. Troisièmement, le cercle éducatif. Formé à la vigilance numérique. Intégrer dans les écoles et universités un module hygiène de l'information. Enseigner comment détecter la manipulation, protéger les données et documenter la vérité. Mesure, taux d'alphabétisation numérique dans la tranche 18-35 ans. Quatrièmement, le cercle diplomatique. Créer une coalition panafricaine du réseau libre. Sous l'impulsion de Ibrahim Traoré, cette coalition pourrait unifier les normes, partager les serveurs et offrir une voix unique aux peuples connectés. Objectif, que chaque coupure devienne un scandale continental, pas une routine locale. La technologie n'est qu'un miroir. Elle reflète la force morale de ceux qui s'en servent. Protéger la vérité, c'est protéger le futur. À l'aube, Mama Rahima rouvrit sa petite boutique de fruits. La radio, silencieuse depuis 3 jours, grésilla soudain avant de cracher un souffle. Un bulletin, à moitié brouillé, parlait du retour à la normale. Elle sourit, mais ne monta pas le volume. Dans le fond de la boutique, une photo d'achat tenait encore contre le mur, son sourire intact sous le plastique jauni. Dehors, le marché reprenait ses bruits, mais plus personne n'écoutait de la même oreille. Les vendeurs se saluaient à voix basse, comme s'ils craignaient encore de déranger le silence. Et pourtant, quelque chose d'invisible circulait, une confiance fragile, née du simple fait d'avoir tenu. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais la promesse d'une mémoire. Au même instant, à des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré évoquait devant une assemblée de jeunes Africains le droit de parler même quand personne n'écoute. Ces mots, traversant les écrans, rejoignirent le souffle de cette radio. 2 continents, un même battement, celui d'un peuple qui refuse de s'éteindre. Le silence s'est brisé, mais l'écho demeure. Quand un écran s'éteint, ce n'est pas seulement la lumière qui disparaît. C'est une part de nous qui se tait, cette confiance fragile qu'on accorde aux voix qui nous relient. Et pourtant, chaque silence porte en lui une graine de réveil. Ceux qui ont entendu le souffle d'achat, la radio de Rahima, savent qu'aucune coupure ne dure éternellement. Sur le continent, d'autres mains allument déjà d'autres écrans. Au Sahel, des étudiants programment des réseaux libres. À Bobo Dioulasso, Ibrahim Traoré parle de dignité numérique comme d'une nouvelle indépendance. Les frontières bougent lentement, mais la conscience circule plus vite que les câbles. Ce n'est peut-être pas la fin d'un blackout, mais le début d'une lumière partagée. Car dans un monde où tout peut s'effacer en une seconde, la vraie question n'est plus qui contrôle le signal, mais qui veille sur la vérité. Et vous, quand la lumière s'éteindra, que ferez-vous ?